Cours C4-020 les principales étapes de l'épuration de l'eau. Dans une station d'épuration, différentes étapes permettent de nettoyer l'eau. Il est possible en laboratoire de concevoir et de simuler les traitements de cette ressource vitale. L'œil et le nez peuvent aussi être utilisés pour repérer la limpidité, indice de potabilité, ou une odeur désagréable, indice de non-potabilité. Suite à l'épuration, pourtant, et bien que l'eau soit limpide et sans odeur, elle n'est pas toujours potable. Nous nous proposons de résoudre le problème suivant. Comment simuler les principales étapes de l'épuration de l'eau et reconnaître une eau potable? À l'aide d'un certain nombre de documents, nous allons essayer de repérer les 4 étapes d'épuration de l'eau avant d'associer le matériel proposé à ces étapes et de concevoir un protocole de traitement des eaux usées. Nous allons garder un peu de mélange de départ, puis mettre en œuvre le protocole et ou étudier les documents. Nous allons comparer alors à l'œil et au nez la limpidité et l'odeur de l'eau avant et après épuration. Nous allons nous poser la question de savoir si, malgré l'épuration, la limpidité et l'absence d'odeur, l'eau est toujours potable. Nous allons nous poser cette question en fait, est-ce que l'eau est toujours potable? Compétences, il s'agit de concevoir, de créer, de réaliser, notamment de concevoir et de mettre en œuvre un protocole expérimental. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, il y a une vidéo station d'épuration du SIA. Voir la vidéo sur YouTube, normalement elle est très intéressante. Le CIA, c'est le syndicat intercommunal d'assainissement. Avant de passer à une correction synthétique, étudions d'abord les documents. Dans un premier document, on nous montre une vue d'une station d'épuration qui peut être éventuellement visitée par les élèves. Alors, nous voyons les mots en désordre: aérateur, décanteur, décantation. Alors, nous voyons une petite forêt, une pelouse, mais plus intéressant concernant la station d'épuration, nous voyons des bacs, des bassins, plus ou moins grands, plus ou moins reliés entre eux. Alors évidemment, si l'on ne s'y connaît pas, on ne peut pas savoir de quoi il s'agit, si ce n'est qu'on nous dit aérateur. Bon, aérateur de quoi? Alors, s'agissant des eaux usées, on imagine que les eaux usées peuvent être collectées à un endroit et puis qu'elles vont être aérées. Peut-être, pourquoi? Peut-être pour faire partir les gaz, éventuellement. Ensuite, nous voyons un décanteur. Alors, sachant qu'un décanteur, c'est un bassin dans lequel vont décanter des particules plus ou moins lourdes. Alors, si l'on met dans l'eau, par exemple, un caillou, si l'on jette un caillou, il va tomber au fond de l'eau. Si l'on jette une poussière très légère, elle va rester à la surface de l'eau. Donc, entre cette poussière légère et les cailloux lourds, il y a différentes tailles de ces petits gravillons qui vont plus ou moins décanter, donc se retrouver en profondeur sur des épaisseurs qui montreront les plus lourdes d'abord et les plus légères ensuite. Bon, c'est ce que l'on peut imaginer en tout cas. Et puis on voit un autre décanteur. Alors plusieurs décanteurs. Bon, peut-être qu'il y a des décanteurs de grosses particules, des décanteurs de petites particules. Voilà les questions, les problèmes que pourraient se poser les élèves qui ne connaîtraient pas les stations d'épuration
Et bien sûr, je donne un exemple. Alors, on nous précise que dans la station d'épuration, donc toute l'eau rejetée au niveau des habitations par les WC, les éviers, les douches, les machines à laver, etc. et au niveau des industries, forment avec les eaux de pluie les eaux usées. Alors ces eaux sont acheminées par des canalisations jusqu'à une station d'épuration. Voilà, donc dans une station d'épuration, c'est un recueil en fait d'eau, d'eau plus ou moins usée, quoi. Les eaux usées qui proviennent des habitations, et puis il y a même les eaux de pluie aussi qui se mélangent à ces eaux-là. Bon, donc ça se retrouve en fait dans des canalisations, grâce à des canalisations transportées jusqu'à la station d'épuration. Bon, mais au juste, c'est quoi une station d'épuration? Alors, il y a différentes étapes. Alors, nous voyons sur le document 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes apparemment. Alors, nous allons essayer de les comprendre ensemble. Alors, à noter que ces eaux qui vont être épurées vont respecter des normes européennes en fait, qui vont être établies selon différents types de polluants avant d'être rejetées dans un environnement aquatique. Par exemple, des contrôles seront régulièrement effectués dans les stations d'épuration pour vérifier que les normes sont bien respectées, évidemment. Alors essayons de comprendre. Nous voyons différents bacs. Le premier, à gauche, est un bac concernant les eaux usées. Alors nous verrons tout à l'heure ce que sont les eaux usées. Là, essayons pour l'instant de relier les bassins les uns aux autres. Ces eaux usées sont en contact, enfin sont en relation, grâce à un système de tuyauterie, avec ce que l'on appelle un dégrilleur. Un dégrilleur. En dégrilleur, donc on pense qu'il y a une grille et que la grille va avoir le rôle de filtration entre guillemets. Ce dégrilleur est lui-même en relation avec un dessableur déshuileur. Alors dessableur, nous on pense que le sable est plus lourd que l'huile, on pense que l'huile est plus légère que l'eau, donc dans ce dessableur déshuileur, peut-être qu'il va y avoir différents niveaux représentant l'huile, de l'eau et le sable, peut-être. Ensuite, ce dessableur déshuileur est lui-même en relation, grâce à des tuyaux, avec un décanteur. Alors le décanteur donc correspond sans doute, nous le verrons après, à un dépôt de particules plus ou moins lourdes dans ce bassin rempli d'eau apparemment. Et puis ce décanteur est lui-même en relation avec un aérateur avec bactéries. Alors l'aérateur avec bactéries. Donc on imagine, comme nous l'avions dit, qu'il y aura des gaz et que ces gaz vont s'échapper, ce qui va constituer en fait une espèce d'aération de l'eau. Alors pourquoi avec bactéries? Peut-être parce que les bactéries vont pas manger, mais dégrader certaines particules ce qui va induire la production de gaz peut-être, et donc la libération de ces gaz, peut-être. Ah bon. Quel serait l'intérêt? Eh bien, ce serait justement de dégrader les particules qui ne sont pas les bienvenues dans une eau qui devra être potable plus tard. Cet aérateur avec bactéries est lui-même en relation avec un second décanteur, encore une décantation. Donc cette décantation, nous verrons à quoi elle sert après. Donc il y a, nous l'imaginons, une séparation des particules de plus en plus lourdes et des plus en plus, enfin les plus fines restant en suspension et les plus lourdes tombant dans le fond du décanteur. Et enfin, dernière relation entre le décanteur et un filtre de charbon actif. Filtre, donc il y a une filtration, charbon actif. Pourquoi? Pour l'instant, nous ne savons pas. Donc si on résume, il y a les eaux usées qui vont vers un dégrilleur, qui vont vers, alors ces eaux, suite au dégrilleur, vont dans un dessableur déshuileur, puis dans un décanteur, dans un aérateur avec bactéries, dans un deuxième décanteur et dans un filtre de charbon actif. Alors revenons au premier bassin, les eaux usées. C'est quoi?
Eh bien, 3 points. Des matières polluantes en suspension issues des eaux usées. Matières polluantes en suspension issues des eaux usées. Donc en suspension, ça veut dire qu'ils restent dans la surface de l'eau, en fait. Alors, ça peut être des branches, des feuilles, du papier, du sable, de la terre, etc. Alors, en effet, ce qui reste en suspension, si par exemple on met un petit bouchon de liège sur de l'eau, bah, le bouchon de liège, il est plus léger que l'eau, il reste en surface. Si l'on met un caillou, il tombe au fond. Si l'on met une branche, elle reste en surface. Bon, si on met une feuille, elle reste en surface, etc. Si on met du sable, il a tendance sans doute à tomber au fond. Bon, si on met de la terre, pareil, il peut y avoir une tombée vers le fond. Et quelques particules peuvent rester en suspension. Donc, en tout cas, dans ces eaux usées, il y a ces matières polluantes en suspension issues des eaux usées. On a dit les branches, les feuilles, le papier, le sable, la terre, etc. Il y a aussi dans ces eaux usées, et c'est le deuxième point, une pollution organique. Ça peut être, par exemple, lorsque l'on mange un repas, ça peut être de la purée, de la viande, etc. Donc ce sont des composés organiques en fait, glucides, lipides, protéines. Donc cette pollution organique, ça peut être des restes de repas, de la matière fécale également, des graisses, etc. Et puis dans ces eaux usées, troisième point, on peut avoir aussi une pollution toxique. Alors ça peut être de la matière azotée, par exemple de l'urine, des engrais. Ça peut être aussi des pesticides, des médicaments, etc. Donc on voit que dans ces eaux usées qui sont collectées, donc qui arrivent en fait par tout un système de tuyauterie jusqu'à la station d'épuration, et bien ces eaux usées contiennent 3 types de composants. Je répète, matières polluantes en suspension issues des eaux usées, pollution organique et une pollution toxique. Alors, ensuite, le trajet de l'eau se fait de ces eaux usées vers le dégrilleur. Quel est le rôle du dégrilleur? Eh bien, c'est éliminer les matières en suspension. Éliminer les matières en suspension. Voilà le rôle du dégrilleur. C'est comme si on mettait un grand filtre sur le bassin. Évidemment, l'eau arrive et elle se trouve filtrée, entre guillemets, et toutes les particules en suspension que l'on a vues précédemment, eh bien, se trouvent stoppées par cette espèce de grille. Poursuivons le trajet de l'eau en allant vers le dessableur déshuileur. Eh bien, quel est son rôle? Eh bien, c'est d'éliminer l'huile qui va être en surface, comme nous l'avions dit, puisque l'huile est plus légère que l'eau. Donc, on aurait l'huile, l'eau et des particules plus lourdes. En l'occurrence, ici, c'est le sable qui tombe au fond. Alors, suite au dégrilleur, évidemment, l'huile et le sable n'ont pas été arrêtés. Donc, dans ce troisième bassin, il y a une séparation de l'huile et du sable. Ensuite, il va y avoir un quatrième bassin qui sera un premier décanteur. Donc tout ce qui a été, alors les huiles et le sable ont été éliminés dans le précédent bassin, donc il reste encore de l'eau impropre à la consommation, donc qui arrive dans ce décanteur. Et là, il va y avoir élimination de matière en suspension. Ça veut dire qu'on laisse décanter, c'est-à-dire on laisse faire le temps dans l'eau, les choses évoluent, en ce sens que les particules lourdes, enfin, disons qu'on a éliminé le sable, mais il reste quand même des particules plus fines que le sable qui a été éliminé précédemment, qui arrivent dans ce décanteur, et ces particules vont se déposer tout doucement vers le fond. Alors évidemment, il ne faut pas brasser, il ne faut pas remuer ce décanteur, mais donc la décantation fait en sorte que en surface, on aura une eau relativement claire, et en profondeur, on aura justement ces matières en suspension qui vont être éliminées puisqu'elles sont tombées au fond. Ensuite, poursuivons le trajet de l'eau, on arrive sur un cinquième bassin. Il s'agit de l'aérateur avec bactéries. Alors, quel est son rôle? Eh bien, c'est l'élimination, encore une fois, de matières qui seraient encore restées en suspension, donc plus fines que les particules précédentes, qui elles-mêmes étaient plus fines que le sable.
Donc élimination de matière en suspension, de pollution toxique, comme on avait dit dans les eaux usées, il y avait possibilité de pollution toxique, et élimination et formation de boue. En fait, des espèces de boue vont se former. Voilà, donc l'eau se trouve, grâce à ces bactéries, en fait, elle se trouve purifiée, relativement purifiée, en fait, puisque ces bactéries vont, entre guillemets, manger, pas manger, mais dégrader, en fait, les particules qui resteraient en suspension. Voilà. Ensuite, une fois cette élimination des matières en suspension, de pollution toxique, formation de boue, eh bien, on arrive sur un deuxième décanteur, donc qui est le sixième bassin, en fait. Et le décanteur permet d'éliminer les boues. Donc, on voit que dans le bassin précédent, eh bien, les boues n'avaient pas été éliminées, mais dans ce décanteur, on les enlève, en fait. Bon, donc il reste de l'eau en suspension, évidemment, mais les boues sont éliminées. Ensuite, dans un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e bassin, il y a un filtre à charbon. Quel est son rôle? Donc l'eau, évidemment, arrive du décanteur. L'eau qui a été purifiée purifiée une xème fois suite à l'élimination des boues. Donc on arrive dans un bassin qui contient un filtre de charbon actif qui va éliminer les mauvaises odeurs. Voilà. Et on arrive au final avec une eau épurée qui n'est pas encore potable, car elle contient encore des polluants toxiques, dont certains médicaments, par exemple, qui ont été dissous dans l'eau et que l'on ne peut pas séparer, un peu comme un sucre que l'on dissout dans de l'eau, on ne peut pas le séparer puisqu'il fait partie intégrante de l'eau. Bon, alors, donc ces polluants toxiques, ça peut être des médicaments, des engrais, des pesticides, etc. Donc, comme nous l'avions vu, dans les eaux usées correspondant au premier bassin. Et on a encore, sans doute, peut-être, quelques matières en suspension. Donc, nous voyons que les principales étapes de l'épuration de l'eau sont quand même assez... Alors, c'est compliqué si l'on regarde l'ensemble, mais en fait, c'est logique et simple dans son fonctionnement. Ensuite, on nous présente un document. Un document, il y a un bécher et avec de l'eau qui contient différents déchets. Donc ça symbolise évidemment les eaux usées dans le premier bassin. Donc il y a beaucoup de choses. Alors les élèves qui s'amusent à mettre tout ce qu'ils veulent, du sable, des bouts, du gravier, des bouts de branches, des bouts de feuilles, des polluants, des médicaments, etc. Donc tout ça, c'est le début de l'expérience. Ensuite, au cours de l'expérience, il va falloir simuler les étapes de la station d'épuration. Donc, il va falloir simuler le dégrillage. Alors, dégrillage, en fait, qui était la deuxième étape qui permettait d'éliminer les matières en suspension. Alors, les plus grosses matières en suspension, évidemment. Il va falloir simuler le dessablage et le déhuilage. Alors, dessablage et déhuilage, c'était le troisième bac. Donc, il fallait éliminer l'huile en surface et le sable au fond et récupérer, en fait, ce qui était au milieu et qui correspondait à de l'eau. Alors, pas pure encore, mais davantage pure que dans les 3 bassins précédents. Et puis, il va falloir simuler la décantation. Alors, nous avons vu qu'il y avait 2 types de décantation, enfin 2 bassins de décantation. Le premier décanteur pour éliminer encore une fois des particules en suspension qui étaient plus petites que le sable. Et dans le troisième décanteur, encore élimination de particules, mais qui cette fois-ci constituaient des boues. Il fallait simuler aussi une filtration sur charbon actif. Pourquoi? Pour éliminer les mauvaises odeurs. Alors, l'élève dispose donc d'une éprouvette, d'un entonnoir, d'un grillage qui fait office de tamis. Alors, un exemple de matière que l'on peut mettre dans le bécher, ça peut être de l'eau. Alors, on met de l'eau, on met des brindilles,
du gravier, du sable, de l'argile, de l'huile, du savon, un parfum quelconque. On remue le mélange pour qu'il soit assez homogène et puis on réalise les expériences simulant en fait les différentes étapes de l'épuration de l'eau. Donc évidemment, ce premier bécher rempli de plein de choses simule les eaux usées qui arrivent jusqu'au bassin d'épuration. Alors l'élève peut, après, il s'amuse à faire passer l'eau sur un grillage, il élimine les particules, puis il faut faire en sorte que on ait une éprouvette percée en haut, on a un bécher et percé, alors l'éprouvette sera percée au milieu aussi, on met un tuyau souple et on relie ce tuyau souple au bécher avec une pince. Donc simplement on met une pince. Pourquoi? Bien pour boucher le tuyau le temps de la décantation en fait. Et puis on s'aperçoit que bon, si au fond on a du sable et puis au-dessus on a de l'huile, admettons, au milieu il nous reste de l'eau. Donc le fait que l'on fasse un trou au milieu de l'éprouvette fait que grâce à ce tuyau flexible, si on enlève la pince, eh bien l'eau s'écoule dans le bécher. Donc on simule une étape importante de l'épuration de l'eau, notamment l'étape correspondant au dessableur désuileur. Et puis on peut mettre un entonnoir, encore avec un filtre, et du charbon actif. Donc on met du papier filtre sur l'entonnoir, on met du charbon actif, et puis on fait passer de l'eau qui était parfumée, admettons, et puis on recueille de l'eau, et puis on peut s'amuser à sentir pour voir si l'eau qui est recueillie a une odeur ou pas. Voilà, donc un exemple d'expérience très sympathique qui peut être très intéressante plutôt, qui peut être faite par les élèves. Bon, ainsi il reproduit certaines des étapes de la station d'épuration. Alors nous pouvons maintenant proposer une correction, donc des éléments de correction, sachant que nous devions simuler les principales étapes de l'épuration de l'eau et reconnaître une eau potable et dire en fait si cette eau potable était vraiment potable ou non suite au passage dans le filtre de charbon actif. Ou une eau sans odeur, est-ce qu'elle est potable? On peut se poser la question. Alors nous allons voir que la réponse est négative. Pourquoi? Laissons un peu de suspense. Nous le dirons à la fin. Alors, dans un premier temps, il fallait repérer les 4 étapes d'épuration de l'eau. Alors les 4 étapes pour traiter les eaux usées et leur intérêt. Alors la première étape, c'est le dégrillage. On a dit qu'il permet d'éliminer les gros éléments en suspension. Deuxième étape, c'était le dessablage et le déshuilage. Ces étapes, enfin ce dessablage et déshuilage permettent d'éliminer le sable et l'huile. La troisième étape, c'était la décantation. Elle permet d'éliminer les particules fines en suspension. Et la quatrième étape, c'était la filtration. Elle permet d'éliminer les mauvaises odeurs. Alors, pour le détail, évidemment, il faut se reporter à ce que l'on a dit lorsque l'on a détaillé l'étude de la station d'épuration. Là, dans la correction, nous mettons que le strict minimum. Il fallait associer le matériel proposé à ces étapes à l'épuration de l'eau et concevoir un protocole de traitement des eaux usées. Alors, les 4 étapes pour traiter les eaux usées, donc correspondant au protocole que l'élève a proposé. Première étape, le dégrillage. Le dégrillage, comme nous avons dit, il permet d'éliminer les gros éléments en suspension. Alors, la simulation de l'étape, il fallait placer l'eau à traiter dans l'entonnoir contenant le grillage et récupérer une eau sans gros éléments. La deuxième étape, c'était le dessablage et le déshuilage, donc qui permettent d'éliminer le sable et l'urine. Simulation de l'étape par l'élève, il fallait prendre de l'eau obtenue à la fin de la première étape et la mettre dans l'éprouvette percée. L'huile va rester en surface, le sable tombe dans le fond et, entre ces deux phases, au milieu, il fallait récupérer de l'eau propre, relativement propre évidemment, dans le bécher.
Troisième étape, c'était la décantation, alors qui permet d'éliminer les particules fines en suspension. La simulation de l'étape par l'élève, il fallait laisser reposer l'eau du bécher obtenue lors de la deuxième étape pendant plusieurs minutes. Puis, il fallait récupérer la partie supérieure de cette eau. Quatrième étape, c'était la filtration. Alors, on avait dit sur charbon actif. La filtration sur charbon actif permet d'éliminer les mauvaises odeurs. La simulation de l'étape par l'élève, c'était de verser l'eau obtenue à la fin de la troisième étape sur du charbon actif présent dans du papier filtre, dans un entonnoir, et récupérer l'eau dans une éprouvette. Donc il fallait mettre en œuvre le protocole et ou étudier les documents selon que l'élève est en salle de travaux pratiques ou en salle de classe. Alors, lorsque le protocole est mis en œuvre correctement et où l'étude des documents est réalisée correctement et comprise, l'élève réalise une compétence qui peut être atteinte, partiellement atteinte ou non atteinte. Bon, en général, la compétence est au moins partiellement atteinte. Alors ensuite, il fallait comparer à l'œil et au nez la limpidité et l'odeur de l'eau avant et après épuration et se poser la question de savoir si, malgré l'épuration totale, malgré la limpidité et l'absence d'odeur, il fallait voir si l'eau était toujours potable. Alors au final, nous avons vu que l'on obtient une eau beaucoup plus claire et sans odeur, mais elle n'est pas encore potable, elle n'est pas forcément potable, dans le sens où elle peut encore contenir des polluants, comme des pesticides ou des médicaments. Mais alors, on peut se poser la question, à partir de quand l'eau est considérée comme potable et peut être distribuée à la population? Nous n'allons pas répondre à ce problème volontairement afin de laisser l'élève réfléchir. Au niveau des connaissances, eh bien, nous avons travaillé sur l'exploitation de quelques ressources naturelles par l'être humain. C'était l'eau. L'eau, très important. Pour ses besoins en nourriture et ses activités quotidiennes, exemple, nettoyer l'eau polluée. Donc, les connaissances, on utilise de l'eau. L'homme en a besoin pour se nourrir, pour vivre, pour boire. Également pour ses activités quotidiennes, par exemple se laver, exploiter des champs, exploiter, arroser des fleurs, etc. Eh bien, l'exploitation de cette ressource par l'homme, c'était la nettoyer lorsque l'eau se trouvait polluée. Alors évidemment, le problème ne se pose pas trop dans les villes relativement bien développées, mais dans les pays pauvres, évidemment, tout cela peut poser de grands problèmes. Le cours est terminé. Merci.